Voilà, bonjour à tous. On espère que vous êtes en forme ce matin et que vous avez pu eu le temps de profiter de cette pause. Voilà, donc on vous propose de reprendre une plénière, voilà, et d'enchaîner avec cette plénière. Une plénière qui était intitulée à la conquête du pouvoir d'agir, tout simplement. Voilà, donc je me présente, je suis Jean-Philippe Cavrois, je suis délégué général de la Fédération Santé Mentale France. Voilà, et encore une fois, ravi de vous accueillir à ce grand congrès et pour cette deuxième journée. Alors, je vais tout de suite vous présenter nos deux intervenantes. On a aujourd'hui la chance d'avoir deux personnes qui vont nous parler donc, de choses intéressantes. Alors je les présente et puis après je vous dirai quelles questions nous leur avons posées pour préparer la matinée. Alors tout d'abord je vous présente Philippa Motte. Alors Philippa elle a plusieurs casquettes, je vais en citer quelques-unes. Elle est consultante auprès des entreprises sur le sujet de la santé mentale. Mais elle est également coach, elle est également formatrice, elle est également père aidante et elle est également écrivaine. Elle a écrit plusieurs choses, dont un premier roman que je ne peux que conseiller. Bienvenue Philippa. Notre deuxième intervenante, c'est Claire Leroy-Atala, qui également a plusieurs cordes à son arc. On m'entend ? Oui. Claire est sociologue et elle est spécialisée notamment sur le sujet du handicap et du handicap psychique. Elle est également consultante et également formatrice, entre autres. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien, l'idée c'était vraiment de reprendre déjà, de parler du rétablissement et de la conquête du pouvoir d'agir. On sait que le rétablissement est vraiment, je dirais, la grande affaire du moment. Et c'est vraiment, je dirais, pour beaucoup d'entre vous et pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment une démarche qui est vraiment porteuse d'espoir. Et nous avons choisi donc d'interpeller Philippa et Claire, qui toutes les deux cheminent depuis de nombreuses années dans l'univers de la santé mentale et qui sont tout d'abord très convaincus par les démarches de rétablissement, mais également qui les ont mises en pratique. Voilà, donc ce qui était intéressant, c'est de pouvoir les interpeller et elles ont également développé des choses, elles ont beaucoup observé, elles ont aussi vécu des choses. Elles ont aussi pu déployer ça pour le transmettre. Je signale d'ailleurs à ce propos qu'elles ont mis au point une formation autour du rétablissement, dont je reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc elles vont partager avec nous leurs témoignages, avec différents points de vue, et qui sont très complémentaires. Les questions que nous leur avons posées pour ce matin, voilà, c'est d'abord quel regard vous portez sur les pratiques actuelles en santé mentale. Qu'est-ce qui ne peut plus durer dans ce qui est aujourd'hui pratiqué? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que vous remarquez qui change? Et qu'est-ce qui donne espoir? Et peut-être en quoi nous sommes dans une phase de conquête de pouvoir d'agir? Et comment cela est possible? Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Philippa qui va ouvrir le bal. Moi, je me mets ici parce que j'aime pas trop tenir un micro dans ma main quand je parle. Alors, bonjour. On m'entend bien? Non? Non? Ok, donc peut-être je vais être obligée de le tenir à un moment donné quand même. Je vais parler juste à côté du micro. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Alors, la question qu'on m'a posée à moi plus spécifiquement, c'est, voilà, qu'est-ce qui ne doit plus durer? Ça, c'est quand même une sacrée question. Quand on m'a posé cette question, je me suis dit plusieurs choses. La première chose que je me suis dite, c'est j'ai combien de temps
1 an, 2 ans, voilà, combien de temps on va me donner, parce que il me semble quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent plus durer. J'ai trouvé que c'était une question très vaste. J'ai aussi pensé que j'avais beaucoup de chance qu'on me pose cette question. Parce que moi, quand je suis tombée malade à l'âge de 20 ans, je pense pas qu'on posait la question aux personnes concernées de qu'est-ce qui doit plus durer, qu'est-ce qui devrait changer. Je trouve ça assez incroyable de pouvoir être là devant vous en tant que personne concernée pour vous dire ce qui doit plus durer. Donc je considère que c'est quand même un sacré privilège de pouvoir le faire. Et en même temps, je me suis dit, c'est assez péremptoire quand même de prendre la parole sur qu'est-ce qui doit plus durer, qui je suis, moi, pour dire qu'est-ce qui peut plus durer. J'imagine que vous avez tous des idées là-dessus. Alors, je voudrais juste vous dire que j'ai envie de me situer, même si c'est un enjeu majeur, en dehors du manque de moyens, même si je me rends compte à quel point c'est important, mais c'est peut-être pas sur ça que moi je vais intervenir en tant que personne qui a été concernée par des soins, par des accompagnements psychiatriques. Et comme je trouve ça un petit peu péremptoire de prendre la parole là-dessus et de dire ce qui ne doit plus durer, je voudrais vous proposer, pour commencer cette intervention, de me taire et de laisser une petite minute à chacun pour que vous puissiez vous poser la question à chacun, si on vous avait posé cette question à vous, qu'est-ce qui ne doit plus durer? Qu'est-ce que vous auriez répondu? Alors, ce qui est bien quand on fait une minute de silence comme ça, c'est que c'est aussi une manière de dire au revoir aux choses, hein. Donc voilà, on vient de faire une minute de silence pour tout ce qui ne doit plus durer. Voilà comment je voulais introduire les choses. Alors peut-être que je peux commencer par me présenter, par vous parler un petit peu de mon parcours. Comme je vous l'ai dit, moi je suis tombée malade pour la première fois à l'âge de 20 ans. Ça s'est passé de manière assez violente. Il y a eu vraiment une grosse décompensation avec un basculement dans ce qu'on peut considérer comme un vrai état délirant. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait connaissance avec la psychiatrie et ça s'est très très mal passé entre nous tout de suite, hein. Ça a vraiment été une très mauvaise rencontre. Ça a commencé par la police. Voilà, rue d'Assas, le long du jardin du Luxembourg, et qui m'a plaqué au sol. Ils étaient environ 5, j'avais vraiment l'impression d'être Al Capone, quoi. Et donc menottes à terre dans un camion, et puis après ça s'est fini dans un endroit charmant. Je ne sais pas si certains en ont déjà entendu parler, ça s'appelle la police psychiatrique, non, l'infirmerie de la police psychiatrique de Paris. C'est une petite spécialité parisienne, semble-t-il. Voilà, c'est une garde à vue psychiatrique. Bon, moi, autant vous dire que je ne savais pas du tout où j'étais et que j'ai eu la mauvaise idée de me rebeller en tapant contre la porte et que donc j'ai eu 2 grands balaises qui sont venus et qui m'ont attaché avec une ceinture en cuir comme ça, avec les mains sur le côté. C'était il y a 20 ans. Et puis comme je me suis quand même encore rebellée, la nana est tenace, et bien après ils m'ont piqué de force, enfermée. Enfin, c'était vraiment une très mauvaise expérience. Qui fait que voilà, il y a eu comme ça une fâcherie quand même assez profonde entre la psychiatrie et moi dès le départ. Et ça a été difficile pour moi d'adhérer à tout ça. Ce que je voudrais, bon évidemment, ça ne doit plus durer ce genre de choses, je crois. Je vais y revenir. Ce que je voudrais dire d'intéressant, c'est que donc moi ça m'est arrivé à l'âge de 20 ans. Et que sans le savoir, je réalise ça a posteriori, j'ai été accompagnée orientée rétablissement direct. C'est-à-dire que moi j'ai une mère, elle ne le savait pas non plus, hein, elle est très très orientée rétablissement, ma mère. Et ouais, vraiment, elle m'impressionne pour ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça,
ben voilà, on a continué à me médiquer sans me dire ce qu'on me donnait, avec une piqûre à effet retard. Et donc petit à petit, l'état est redescendu. Alors là, c'est vraiment très douloureux cette redescente, parce que c'est un peu comme d'aller sur le truc au lance-roquettes, hein, quand même, les piqûres à effet retard. Et donc vraiment, j'ai sombré dans une très grosse dépression. Je me souviens d'une souffrance vraiment qui était très très raide. Alors du coup, j'ai fait plusieurs hospitalisations. Une de 2 semaines, après une de 2 mois, quand même, après une tentative de suicide. Alors je voulais pas vraiment mourir, mais je voulais que ça s'arrête parce que c'était vraiment lourd. Et après, il y a eu 3 mois comme ça d'errance. À cette époque-là, j'étais en licence d'histoire et il me restait 3 UV à valider. J'ai essayé d'aller un peu à la fac, ça n'a pas marché. Et puis quelques mois plus tard, j'ai été hospitalisée dans ce qui était déjà à l'époque un centre expert, et puis ils ont fait toutes sortes de tests, et puis je suis sortie de là avec 7 antidépresseurs par jour, un thymorégulateur et un diagnostic de troubles bipolaires. J'ai même entendu maniaco-dépression, à l'époque on disait encore ça. Et alors là, à la sortie de l'hôpital, ma mère m'a dit, bon ben voilà, écoute, c'est vraiment grave ce qui s'est passé cette année, c'était difficile, mais bon voilà, tu sais ce que t'as maintenant, on a un traitement, et bon, avant tout ça, t'étais en licence d'histoire, t'étais une étudiante, tu savais étudier. Bon, il y a des petits problèmes de concentration, mais maintenant, moi, je te propose qu'on reprenne là où on est parti. Ça, tu vas te remettre. Et elle m'a emmenée à la fac et elle a pris la bibliographie des UV qui me restait à passer. Elle m'a acheté les bouquins, elle m'a soutenue, elle m'a pas laissée toute seule, hein. C'est ça l'accompagnement au rétablissement, c'est on va vers le risque, on ose faire des choses qui sont peut-être trop difficiles sur le moment, mais on accompagne, on soutient. Et ce qui est prouvé, c'est que au fond, c'est beaucoup plus constructif d'oser risquer quelque chose en accompagnant ce qu'on fait, plutôt que de rien faire en fait. Parce que si là j'étais restée à l'endroit où j'étais à ce moment-là, j'étais mal barrée. Et j'ai eu ma licence d'histoire. Imaginez, voilà, merci. Merci. Voilà, et c'est vrai que moi, les 10 premières années de ma maladie, parce qu'il y a eu des rechutes, en fait, j'étais complètement éloignée du champ de la santé mentale. Je ne savais même pas qu'il y avait un univers de la santé mentale. C'est-à-dire que j'ai fait encore 3 autres crises avant de croiser l'univers de la santé mentale, et à chaque fois j'étais internée sous contrainte, parce que vu comment ça s'était passé la première fois, j'avais pas du tout envie d'y retourner, et donc j'étais très résistante. En plus j'ai des symptômes de parano, et un peu, je vais y revenir, mais j'ai très très peur qu'on me fasse du mal. J'ai l'impression qu'on veut me faire beaucoup de mal, et bon, ça c'est des choses qui sont connues, mais c'est très profond, donc je veux pas y aller. Et donc j'étais internée sous contrainte, donc il y a eu 2 fois 3 mois d'internement sous contrainte, et puis sinon je reprenais ma vie avec cette mère définitivement orientée rétablissement qui m'a fait soutenir un mémoire après 3 mois d'internement sous contrainte, 15 jours après, quoi. Non mais elle a peur de rien, mais à chaque fois, comme elle était très convaincue, moi j'y allais. Après, je chutais, j'avais 1 an au tapis, mais bon, j'étais allée faire mon truc, et du coup, quand je me redressais, je pouvais reprendre mon chemin. Je me suis mariée, j'ai fait 2 beaux enfants, donc la vie a continué. Donc moi, la vie m'a vraiment donné la preuve que même quand ça prend une tournure très grave, en fait, ça peut continuer. Et pour moi, quand j'ai découvert les principes orientés rétablissement, il y avait une forme d'évidence, parce que c'est ce que j'avais expérimenté pendant 10 ans. Par contre, je pense que j'avais gardé quand même une souffrance vraiment très profonde. Il y avait la stigmatisation aussi, hein, vraiment l'intégration d'une honte, d'une auto-stigmatisation, une grande solitude, la conscience qu'il fallait pas parler de tout ça. Ça, je pense que ça fait partie des choses qu'il faudrait vraiment faire évoluer. C'est encore difficile, hein. Moi, avant de venir prendre la parole devant vous comme ça, j'en mène pas large, quoi, hein. Je veux dire, et ça va maintenant, mais j'ai peur, le fait de mettre des trucs sur Internet ou d'oser prendre la parole publiquement, c'est toujours quelque chose quand même qui est difficile de s'exposer comme ça avec des épisodes de psychiatrie. Et c'est vrai que tout ce qu'on pourra faire pour faire évoluer cette chose-là, je pense que ce sera très bénéfique aux patients, parce qu'on souffre encore beaucoup de ça. Quand je parle à d'autres personnes concernées, on a atrocement peur, en fait, peut-être trop d'ailleurs. Parce que ce qu'on découvre en parlant, c'est qu'en fait, quand on en parle simplement, sobrement, les gens sont capables d'écouter. Mais pour l'instant, ça fait encore un petit peu trop peur. Et ça, ce serait quelque chose, ce serait bien que ça ne dure pas. Donc à voir comment est-ce qu'on peut œuvrer dans ça. Alors, pour reprendre où j'en étais, maintenant je ne me souviens plus. Je vais reprendre
donc après ces premiers épisodes où j'étais quand même en dehors du champ de la santé mentale et de la psychiatrie, j'ai croisé la route de l'association Clubhouse France, qui était en train de se mettre en place. Il n'y avait pas encore de local, et c'est mon médecin qui m'a dit, écoutez, on est en train de monter cette association, est-ce que vous seriez d'accord pour y participer? Attendez un instant. Oui, bon, un peu de spontanéité. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour y participer? Alors moi, j'étais pas très en forme du tout à ce moment-là. Il y a quand même eu pas mal de moments où j'étais pas en forme. Hein. Et j'ai dit oui. Et la première chose qu'il m'a demandé, enfin que m'a demandé Clubhouse dans sa construction, c'est de témoigner. Et c'était un déjeuner de levée de fonds. Et moi, j'ai dit oui. Et je pense que le jour où j'ai dit oui, c'est parce que j'avais l'espoir qu'un jour, je pourrais dire ce qui ne peut plus durer. Je m'en rends compte aujourd'hui, en fait. J'ai pas dit ça exactement à l'époque, mais je portais très fort cet espoir-là. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. J'ai découvert ce monde associatif. Alors, je l'ai découvert avec une association qui portait des principes orientés rétablissement. Donc même quand je suis rentrée dans cet univers de la santé mentale, c'est tout de suite ça que j'ai rencontré. Un discours qui disait que c'était important de redonner confiance aux gens, un discours qui disait qu'il y avait ce pouvoir d'agir, cette capacité à retourner vers la vie et qu'il fallait accompagner ce mouvement-là. Et aussi un commencement de critique à l'égard de certaines pratiques, parce qu'on était très silencieux quand même sur ce qui peut se passer parfois dans les couloirs de la psychiatrie. Ça fait pas longtemps qu'on ose émettre quelques bémols sur certaines pratiques que moi j'ai subies et qui m'ont vraiment... j'ai jamais pu adhérer à ça. Je me suis dit, des gens qui me traitent comme ça, moi jamais j'adhère à leur truc en fait. C'était pas possible pour moi. Je vous ai raconté comment ça s'est passé la première fois. Je me suis dit, non en fait. Moi je peux pas faire confiance à des gens qui me traitent comme ça. Après avoir témoigné, je suis allée faire de la sensibilisation en entreprise, d'abord bénévolement, et je me suis dit, tiens, là, il y a un métier pour moi. J'ai eu envie d'en faire mon métier, et j'ai été embauchée dans un centre de formation spécialisé dans le handicap, et j'ai commencé beaucoup en autodidacte. J'ai beaucoup appris au sein de Clubhouse, en lisant, en écoutant, en pratiquant. Et j'ai appris mon métier de formatrice d'abord sur les enjeux de santé mentale dans les entreprises. Je me suis lancée en indépendant et ça fait 8 ans maintenant que je fais ça. Et au fur et à mesure, j'ai développé d'autres choses, c'est-à-dire le coaching. Je me suis formée au coaching il y a 3 ans parce que j'avais vachement envie d'accompagner des personnes dans leur rétablissement. J'ai animé aussi un atelier extraordinaire au Clubhouse pendant 7 ans où on écrivait les témoignages de personnes concernées. Donc j'ai entendu des dizaines et des dizaines d'autres histoires que la mienne. Et dans le cadre de mes accompagnements aussi, c'est vrai que moi j'ai à cœur de faire parler les gens de leur expérience de la psychiatrie, et les langues se délient quand on pose des questions. Mais on interroge rarement les gens sur ce qu'ils ont vécu, sur comment ils ont senti les choses qu'on leur a fait vivre dans les couloirs de la psychiatrie. Au fond, j'ai remarqué que si on ne pose pas la question, ils n'en parlent pas. Personne ne leur pose la question. Et il y a même une forme un truc qui consiste à intégrer. Ouais, on m'a attaché, on m'a enfermé, mais bon, c'était ça qu'il fallait faire en fait. On intègre que nous, on doit nous traiter comme ça en fait, que c'est ça qu'il faut faire avec nous, que c'est ça la solution pour nous. Et donc le coaching. Et puis la dernière chose, c'est l'écriture. L'écriture, c'est il y a 10 ans que j'ai eu envie de me mettre à écrire pour essayer de parler de ça. Et donc je me rends compte aujourd'hui que dans tous les champs de mon activité professionnelle, c'est essayer de mettre des mots, de trouver un langage pour parler de ces choses-là, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans le secteur sanitaire ou médico-social sur le rétablissement, trouver un langage pour essayer de donner un autre visage à ces problématiques de santé mentale, aux troubles psychiatriques qui sont vus très durement par la société et qui du coup créent un univers de grande désespérance parce que tout a l'air bloqué. Et donc voilà, moi je me dis, mais non, en fait, c'est sûr qu'on peut faire mieux que ça. Et donc l'écriture. Et écrire, c'est vraiment aller dans le dur, parce que écrire, c'est vraiment d'écrire. Et donc, pour écrire sur les couloirs, il faut retourner dans les couloirs. Et moi, j'ai envie Il y a un premier texte que j'ai réussi à publier qui s'appelle « Le jour où ma mère m'a tout raconté », qui parle déjà de ça, mais plus qui s'interroge sur l'aspect transgénérationnel, qui raconte l'histoire d'une femme de Maligné qui a été conçue
concernés par tout ça. Et le deuxième, j'essaye de l'écrire depuis 10 ans, et le deuxième, c'est Entre les murs du couloir, quoi. Et j'en reviens pas à quel point c'est difficile d'écrire ce texte. Même moi, je m'étonne un petit peu que ce soit difficile. Et en fait, j'avais envie de partager avec vous une partie du texte qui est le moment où... et le texte est un peu dur, et moi, je n'ai pas du tout envie d'être accusatrice. J'ai juste envie de partager avec vous un vécu. Et c'est OK, et voilà, et c'est mon vécu, c'est mon ressenti, mais je trouve que c'est important de comprendre qu'est-ce que ressentent les gens. Parce que même si ce n'est pas ce qu'on a envie de leur faire ressentir, bah, c'est la réalité de ce qu'on peut vivre, nous, de l'intérieur, et donc partager avec vous cette chose-là. Et là, en fait, le moment que je vais vous lire, c'est le moment où le médecin me dit, moi je viens d'arriver, j'ai ouvert les yeux, on m'a donné des médicaments très forts, je suis dans une chambre, je ne la connais pas, je comprends où je suis parce que je suis déjà venue, j'ouvre la porte, je vais dans le couloir, je vois les gens, je vois la queue pour aller prendre les médicaments, on me dit mettez-vous dans la queue. Et puis j'ai le premier entretien avec le médecin après avoir attendu pas mal, et puis on se parle. Et puis je dis, est-ce que je pourrais récupérer mon sac et m'en aller? J'ai vachement envie quand même que ça se passe comme ça. Et là, c'est le moment où il me dit, ben non, vous n'allez pas vous en aller. Vous n'allez pas partir. Et je vais vous lire ce passage parce que c'est comme ça que je vis les choses. Et pour essayer de partager ça avec vous. Mais en réalité, qu'est-ce que je vis à ce moment-là? Qu'est-ce que je ressens quand il me dit, vous êtes enfermés, vous ne sortirez pas? Nous sommes les seuls à présent à pouvoir en décider. Quand je suis en crise, je suis paranoïaque. Je pense qu'on veut me faire du mal, beaucoup de mal. Et dans ces conditions, quand il m'annonce l'enfermement et les traitements forcés, c'est comme s'il inscrivait la mention lue et approuvée en bas de la page de mon délire paranoïaque. Comme s'il me confirmait que j'ai raison, qu'on va me faire beaucoup de mal. Parce que je suis déjà venue, en fait. Je suis déjà venue, et donc je sais que je suis désormais enfermée, pour un temps indéterminé. Pour l'instant, ma chambre, elle est ouverte, mais si je fais le pitre, elle sera fermée aussi. Et si j'insiste avec mes pitreries, il y a une autre pièce, encore plus vide, avec un lit en fer et rien d'autre. Et dans cette pièce, s'il le décide, je peux y rester plusieurs heures, plusieurs jours, et certains m'ont rapporté qu'ils y étaient restés plusieurs semaines. À l'intérieur, je n'ai plus mes affaires, les cigarettes, j'oublie tout dans cette pièce-là, c'est l'isolement. Si j'ai envie d'aller aux toilettes ou que j'ai besoin de quelque chose, il y a un bouton sur lequel je pourrais essayer d'appuyer. Parfois, il ne marche pas. Il faudra attendre, et c'est une pièce dans laquelle il est fréquent que des gens se fassent dessus. On leur donnera un autre pyjama. Ça s'est passé il y a 10 ans, hein. Peut-être que les choses ont évolué. Si dans cette pièce, je continue de m'agiter, on m'attachera avec des sangles, les 2 poignets au barreau du lit et les chevilles aussi. Combien de temps? On ne sait pas, ça dépend de moi. Les choses à laquelle les gens qui s'occupent de moi seront très vigilants, ce sont les médicaments. Ils vont me donner mes cachets, ça ils ne l'oublieront pas, et si je refuse, ils me les injecteront de force. Ils ne m'expliqueront pas pourquoi ils me donnent ces traitements. Ils ne m'informeront pas de leurs effets secondaires, parce que si c'était le cas, je refuserais de les prendre, alors que je n'ai pas le choix. Ces effets secondaires, je les constaterai très vite par moi-même, 1 ou 2 prises suffiront. Ces molécules vont tout figer chez moi, mes mouvements, ma pensée, l'ensemble de mes facultés. Je vais traîner mon corps partout comme un boulet, ce n'est pas très grave, je n'ai la possibilité d'aller nulle part. Environ 20 minutes après la prise, j'irai dormir plusieurs heures, je ne pourrai pas lutter. J'ai quelques livres avec moi, je peux les ranger au fond de mon sac, je ne pourrai pas les lire. Mes capacités de concentration seront réduites à néant. Quand je serai réveillée, mes yeux seront lourds comme des briques, ma bouche sèche et pâteuse et mon ventre gonflé comme celui d'une femme enceinte. J'aurai des gros problèmes de transit. Je n'arriverai plus à aller aux toilettes pendant plusieurs jours. J'aurai envie de manger tout le temps. Les médicaments dérèglent la fonction dans mon cerveau qui m'informe que je n'ai plus faim. Même après 3 paquets de granola et une plaquette de chocolat, je continuerai à me goinfrer. Je vais m'exploser l'estomac et avoir très mal au ventre. Si personne ne vient me voir pour me déposer des gâteaux, je prendrai peut-être un peu moins de poids que les autres, mais en moyenne, c'est entre 10 et 20 kilos en quelques semaines.
Beaucoup de mes petits camarades qui n'ont rien à manger, ont tendance à abuser des morceaux de pain sec qui traînent au réfectoire et des quelques compotes qu'on daigne leur donner en dehors des repas. Dans les couloirs, je trouve les gens autour de moi assez effrayants et assez mal en point, et il se peut qu'un jour je leur ressemble beaucoup. Leur regard fixe sera le mien, leur expression anéantie, leurs yeux tristes et vaincus aussi. Je marcherai comme eux, je parlerai comme eux, ma vie se résumera à mon traitement et aux 2 paquets de cigarettes que je fumerai chaque jour. Quand je dis au médecin qu'il m'enferme pour me tuer, il me répond que c'est un symptôme de ma maladie, un délire de persécution, et qu'il est là pour me soigner. Ce que je ressens au moment où il me dit que je suis enfermée, c'est une terreur indicible face à la confirmation factuelle qu'ils vont faire de moi une morte vivante. Alors évidemment, je pense que c'est un affreux malentendu, tout ça. Hein? On n'a pas du tout envie de tout ça. Je pense pas même que les gens qui soignent, ils n'ont pas envie de tout ça. Je suis sûre même que personne n'a envie de tout ça. Mais ça ne peut plus durer, on est d'accord. Hein, on va voir, ce serait bien d'essayer de faire autrement. Parce que ce qui est important de rappeler, et je veux dire, je suis certaine de ce que je vais dire là, c'est que les personnes qui arrivent dans les services fermés ou dans n'importe quel service de psychiatrie ou n'importe quelle personne qui a un trouble psychique, c'est une femme ou un homme comme les autres. Mais vraiment, avant tout. C'est un gros accident de vie, mais avant c'était quelqu'un, et après ça redevient quelqu'un. Donc avant d'être des malades, des schizophrènes, des bipolaires, tout ce que vous voulez, c'est des hommes et des femmes et qui ont un gros accident de vie. Parfois, certains, comme moi, sont nés quand même avec une fragilité. Moi, en fait, si je regarde l'histoire, dès l'enfance, il y a une sensibilité, il y avait... Et alors, on peut apprendre à apprivoiser ces choses-là. Ça, c'est vraiment les principes du rétablissement. Et c'est vraiment important. C'est des hommes et des femmes comme les autres, en fait, qui ont une problématique de vie. La folie est une possibilité pour l'être humain. La fragilité psychique est une possibilité pour l'être humain. Ça fait partie de la vie, en fait, comme d'autres vont être confrontés à d'autres épreuves. Et c'est une épreuve qui est respectable et qui est digne, en fait. Voilà. Et donc, les gens qui sont touchés par ça méritent d'être considérés comme des hommes et des femmes face à un très gros défi de vie. Ça, c'est important. J'ai presque terminé. Ce qui ne doit plus durer aussi, c'est que moi, j'entends parfois, oui, il y a des médecins ou il y a des gens dans les services, ils n'y croient pas au rétablissement. Ils n'y croient pas. Comment ça? Vous ne croyez pas que des gens qui sont malades ont droit à l'espoir? Vous ne croyez pas que des gens qui sont malades ont la possibilité de reconquérir leurs capacités, ont des ressources, ont droit d'être accompagnés avec de la confiance, en ayant une croyance inconditionnelle dans leurs facultés? Mais si on ne croit pas en ça, je ne sais pas pourquoi on soigne quand même. Ça me fait plaisir, hein. Mais pas parce que vous m'applaudissez, je me dis, ah bah ils sont là, on a du monde quand même un peu. Non, ça me fait plaisir, voilà. Et oui, parce que ça, c'est pas du soin, c'est de l'impuissance, je crois. Et c'est ok d'être impuissant. Ça arrive d'être impuissant. Moi, je comprends qu'on soit déconcerté. Quand j'étais en crise, j'aurais pas aimé me fréquenter. Enfin, je me fréquentais, mais... Vous voyez, non, mais... Franchement, j'avoue que ça doit pas être sympa de me voir arriver. Quoique. Mais en tout cas, voilà. Et c'est pas grave d'être impuissant, mais on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire mieux, comment on peut parler aux gens quand on est obligé parfois d'utiliser la contrainte, qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on pourrait imaginer une manière de les recevoir, de leur parler. J'aime pas le mot protocole, mais parfois c'est pas mal un petit protocole. Voilà. Et alors la dernière chose, je crois, qui est importante, c'est que pareil pour la pérédance, il semblerait qu'il y ait des gens qui aient une forme de scepticisme autour de la pérédance. Oui, la pérédance c'est compliqué. Les pérédants, est-ce qu'ils peuvent vraiment intervenir dans les services de soins? Est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à apporter?
Alors moi, il me semble, peut-être que j'ai pas tout à fait compris l'histoire, hein, mais il me semble que si la réhabilitation psychosociale existe, c'est parce qu'il y a un jour des gens qui étaient concernés et qui ont essayé, à cause de tout ce que je viens de dire, de formuler ce dont ils avaient besoin et comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. Je pense à quelqu'un comme Patricia Digan, par exemple, hein, et qui ont dit ce serait mieux de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont posé les principes du rétablissement, et les lieux de réhabilitation, c'est les lieux qui sont faits pour mettre en œuvre les valeurs et des pratiques orientées rétablissement. Donc en fait, c'est les personnes concernées qui ont commencé à expliquer un petit peu, qui ont collaboré avec des professionnels de santé pour essayer d'ouvrir de nouvelles perspectives en termes de soins et d'accompagnement. Ceux qui sont à l'origine de ce qu'on est en train de faire là, c'est en grande partie des personnes concernées. C'est intéressant quand même de faire rentrer ceux qui pensent et formulent les choses aux côtés de ceux qui les font aujourd'hui. Ça me semble quand même assez... voilà, on peut essayer en tout cas. Après, il y a des enjeux de formation continue, c'est un métier qu'il faut inventer, il y a plein de choses à faire, mais on a besoin d'être accueillis. On a besoin d'être accueillis, on a besoin que notre créativité soit encouragée. Voilà, donc je pense que c'est une grande valeur. Un père aidant, c'est un commando, hein. Il est sorti des tranchées et il revient et dit les tranchées, c'est pas terrible, peut-être on pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez ? C'est vrai quand même, faut le faire. Hein. On revient, on se dit peut-être qu'on pourrait contribuer. Voilà. Et puis c'est vrai que moi je vois bien en tant que père aidante, c'est une parole qui résonne. Hein. Bah oui, c'est-à-dire quand quelque chose, parfois peut-être un père aidant, il peut faire en une fois ce que d'autres vont faire en 10 fois. Et c'est ok, parce que les autres, ils vont pouvoir faire en une fois ce que le père aidant peut pas faire. C'est un partenariat en fait. Je crois que moi, si j'ai bien compris, vraiment, la réhabilitation, le rétablissement, c'est le partenariat entre des personnes concernées qui veulent contribuer et puis des professionnels de santé qui sont convaincus qu'il faut changer les choses. Ça, si j'ai bien compris. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'est construit. Voilà. Et voilà, pour finir, je voudrais juste dire que je pense qu'on est quand même à un moment assez incroyable. En fait, on a de la chance. On a de la chance d'être à un moment où on peut tenter quelque chose qui peut-être va faire qu'on va trouver des solutions durables et plus écologiques pour les soignants et pour les patients. Donc c'est un moment extraordinaire. C'est un grand privilège, je trouve, de pouvoir œuvrer dans ce champ-là maintenant. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a des circonstances qui sont difficiles. On en parle beaucoup en ce moment, mais en tout cas, c'est vraiment une chance de pouvoir porter ça. Et donc, après avoir dit ce qui ne peut plus durer, je vais laisser la parole à Claire, qui va venir dire tout ce qui est bien. Parce que... Merci beaucoup Philippa pour avoir partagé tout ça avec nous. Je propose que pour chaque personne qui arrive à l'hôpital, on fasse une ovation aussi forte que celle qu'on vient d'entendre. Voilà. Non, parce que si elle est dans un délire de grandeur... Voilà, on va attendre un peu. Ouais, voilà. C'est une question de discernement. Merci. Sans plus tarder, donc on passe la parole à Claire qui va nous partager tout ce qu'elle a pu effectivement entendre, observer et accompagnée en tant que sociologue, consultante, formatrice, voilà. Et je vous propose qu'après l'intervention de Claire, on puisse vous proposer de poser des questions. Merci Claire. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez l'imaginer, c'est pas complètement évident de prendre la suite. Je vais viser autant des têtes d'applaudissements que... mais je suis très contente de pouvoir honorer, heureuse et contente de pouvoir participer à ce temps de réflexion autour du pouvoir d'agir avec un regard
tout aussi émue, mais effectivement peut-être moins intime que ce que Philippa a pu nous partager. Donc on travaille avec Philippa depuis un certain nombre d'années. On s'est rencontrés à l'association Clubhouse France. Et donc la demande, c'était effectivement de partager peut-être notre regard en tant que témoin aussi des évolutions qu'on a pu voir dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Et donc ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était à la fois effectivement la prise de distance que ça permet quand on a une casquette de sociologue, mais aussi finalement... ah non, c'est pas du tout mes diapos. Voilà. Mais aussi les différentes expériences que j'ai eues plutôt sur le terrain. Donc c'est pas un regard académique de sociologue que je vais apporter, mais plutôt un partage de ce que j'ai vu en travaillant dans des associations, notamment l'association Clubhouse France, auprès d'institutions, aux côtés d'employeurs, de fondations. Et donc j'ai essayé de rassembler un petit peu tout ça pour tenter de répondre, en tout cas apporter peut-être un bout de réponse à la question: est-ce qu'on est bien dans cette conquête du pouvoir d'agir, et qu'est-ce qui nous donne de l'espoir aujourd'hui? Donc Philippa nous en a déjà donné énormément, et moi je vais essayer de regarder de manière voilà, un peu plus méthodique quels sont les signaux qu'on peut retenir pour se dire que il y a un bon espoir sur lequel on peut s'appuyer et s'accrocher. Donc je suis partie de 3 questions. Finalement, dans quelle mesure sommes-nous prêts pour un réel déploiement de ces pratiques orientées rétablissement, et finalement dans quelle mesure ces approches orientées rétablissement peuvent-elles devenir notre boussole, et dans le même temps quels défis cela nous demande de continuer à relever, parce qu'on le comprend, et depuis hier tous les partages sont très inspirants, et en même temps on voit bien l'exigence que ça suppose. Donc quand on essaye de se poser la question du chemin parcouru, finalement, c'est souvent intéressant d'aller regarder un petit peu en arrière. Et donc j'ai essayé de refaire un petit chemin. Et je me suis dit, il y a quand même un moment, je n'ai pas repris toute l'histoire de la psychiatrie, mais il y a quand même un moment qui a été ces dernières années et dont j'ai été témoin, parce qu'à l'époque, je faisais ma thèse de sociologie et j'ai démarré ma thèse de sociologie avant la loi de 2005, où c'était compliqué d'utiliser ce terme de handicap psychique. J'allais dans des entreprises dire, voilà, qu'est-ce qui se passe pour des personnes qui décompensent, qui s'absentent au travail à répétition parce qu'elles ont des difficultés psychiques, elles ont des maladies, elles ont des troubles. Et on me disait, mais de quoi vous me parlez? Et puis, il y a quand même eu cette loi du 11 février 2005, alors, qui certes a reconnu, je dirais, a renforcé la reconnaissance de la dimension handicapante des troubles, mais surtout, qu'est-ce qu'elle nous a dit, cette loi? Elle nous a dit, ce qui est premier, c'est la vie avec, c'est la citoyenneté, c'est la participation sociale, c'est le projet de vie. Et c'est ça qui va être notre boussole. Et tout ce que l'on va pouvoir penser en termes d'accompagnement, en termes de politique de santé publique, en termes de réponse, de parcours de soins, ça doit être au service de la place que la personne peut prendre dans la société et de son projet de vie. Et puis la deuxième chose que nous a dit la loi du 11 février, donc là on ne parle pas de rétablissement et de réhabilitation sociale, mais on voit la résonance que ça a aujourd'hui avec toutes les préoccupations que l'on partage depuis hier. L'autre chose qu'elle nous a dit, c'est que l'enjeu et la réponse, elle est du côté de notre capacité à être dans la vie sociale, dans la cité, dans le lien, avec notamment la création des groupes d'entraide mutuelle, des SAVS et des SAMSA, qui sont une des réponses, en tout cas, mais assez illustrantes de la priorité que l'on donne aussi à ce qui va nous accrocher
pour accompagner les personnes dans leur chemin. Et puis derrière, ça a permis l'émergence, ça a été le point d'ancrage en termes de valeurs et de repères, de dispositifs tels que les médiateurs de santé pair, la formation de médiateurs de santé pair, Housing First, l'emploi accompagné et notamment les clubhouse. Le deuxième mouvement que j'ai constaté et qui m'a pas mal frappé, c'est l'émergence de la parole forte, notamment de personnes concernées, de personnes qui se sont mises à témoigner et qui ont dit, comme le disait Philippa, sur les traces de Patricia Digan, de Luc Vigneault, on a quelque chose à dire, on a une parole publique à prendre et on peut se rétablir. On peut vivre des choses très très difficiles et on peut aussi continuer à construire notre vie en embarquant cette histoire-là avec nous et en faisant affaire avec ce qui nous est arrivé. Et puis il y a des chercheurs, il y a des professionnels de terrain qui nous ont dit mais ce serait peut-être intéressant quand même d'aller regarder ce qui se fait dans les autres pays. Il y a quand même des approches documentées, évaluées, reconnues par l'OMS comme des pratiques ayant fait leurs preuves et qui vraisemblablement ont une efficacité sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes, sur la diminution des jours d'hospitalisation, sur la diminution des traitements et des rechutes en psychiatrie. Donc c'est pas une vue de l'esprit cette affaire-là. Il y a quand même des marqueurs, des travaux de recherche qui nous disent sur quoi ça agit, qui nous disent comment s'y prendre et qui nous disent pourquoi ça peut être pertinent de travailler comme ça. Donc ils nous ont interpellés, ils ont écrit, alors, voilà, on a tous des noms en tête, et ils nous ont aussi éduqués grâce à cette parole publique. Et puis dans le champ du soin, il y a eu effectivement toute l'organisation progressive de ces soins de réhabilitation psychosociale qui sont d'abord partis d'initiatives un peu locales, d'expérimentation et qui progressivement se sont organisés, ont pris toute leur place dans les établissements de soins et qui ont développé, pareil, un bon nombre d'outils au service de l'autodétermination et du réengagement des personnes dans leur vie quotidienne et leur autonomie. Donc aujourd'hui, on peut se dire qu'on arrive quand même, alors est-ce que on est complètement mûr pour, je dirais, basculer dans le grand bain de pratiques complètement orientées rétablissement, certainement, même s'il y a encore des choses qui doivent évoluer. En tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il y a un vrai terreau qui est très fertile et qui est certainement soutenu par quand même l'inscription noir sur blanc dans un certain nombre de textes d'orientation politique comme une vraie priorité. Donc j'ai repris quelques extraits, je ne vous ai pas mis partout, mais quand on épluche notamment la stratégie quinquennale d'orientation de transformation dans l'offre médico-sociale volet handicap psychique, quand on regarde la feuille de route dont on parlait hier d'Agnès Buzyn, quand on regarde les priorités inscrites noir sur blanc sur les PTSM, on a vu émerger progressivement, noir sur blanc, les termes de rétablissement comme une priorité et un objectif à atteindre collectivement, le soutien à des pratiques orientées rétablissement autour de l'entraide, la nécessité de soutenir le pouvoir d'agir des personnes et de l'empowerment. Et donc, on a le cadre réglementaire qui nous permet aujourd'hui de mettre en œuvre un certain nombre de pratiques et de réponses d'accompagnement et de soins. Et je voulais partager avec vous l'expérience que l'on a eue avec les ateliers Parlons Psy qui aujourd'hui sont devenus les ateliers du rétablissement portés par Santé Mentale France, parce que ça a été l'occasion, avec la Fondation de France et l'Institut Montaigne, d'aller sur le terrain avec les professionnels et toutes les parties prenantes et les personnes concernées, discuter, réfléchir ensemble
à finalement la manière dont on était en train de transformer nos pratiques et vers quoi on avait envie de tendre. Et donc on a fait un tour de France pendant 18 mois. Dans cette région, on a organisé 8 ateliers. Alors 8 ateliers, on n'était pas 10, on était à chaque fois entre 100 et 150. Mais par contre, effectivement, on était autour de table. Et ce qui était vraiment très marquant dans ce tour de France-là, c'était de voir d'un côté la vitalité des initiatives qui émergeaient. Alors parfois sur des toutes petites échelles, très locales, mais très innovante, dans un vrai dialogue, dans une vraie reconnaissance de pratiques très poussées en termes de pratiques orientées rétablissement. Et puis, la vraie appétence aussi pour la discussion, tous ensemble, toutes les parties prenantes, autour d'un même sujet qui était de se dire, voilà, comment on se transforme, comment on évolue. Et on est tous concernés par cette évolution-là. Donc on a été autour de table avec des soignants, des professionnels du social et du médico-social, des personnes concernées, des proches, des employeurs, des associations. Et finalement, on était tous concernés par le même sujet qui était qu'est-ce qu'on a envie de dessiner pour demain et qu'est-ce qu'on a envie de soutenir. Néanmoins, tout ça, ça a été aussi l'occasion de voir, comme je le disais, que c'était certainement trop peu connu et trop peu reconnu. Et lorsqu'on va sur le terrain avec Philippa, rencontrer des équipes et essayer de participer à la formation, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, c'est un sacré défi, cette affaire de pratique orientée des rétablissements et de pratiques de réhabilitation psychosociale. Et c'est ça que je voulais partager avec vous pour terminer, c'est que c'est exigeant et que c'est certainement pas la voie de la facilité. Et c'est aussi pour ça que ça nous fait certainement tant de bien de nous retrouver pendant 2 jours et qu'on sent qu'il y a presque une ferveur quand Philippa nous embarque là-dedans. C'est parce qu'effectivement, il y a une vraie exigence au quotidien par rapport à ces approches-là et cette transformation-là. Et j'ai essayé de reprendre dans cette diapositive sur quel registre ça nous convoquait finalement en tant qu'acteurs de la santé mentale. Il y a tout d'abord le chemin qu'on doit faire sur la reconnaissance du savoir expérientiel. Philippa en parlait, et de se dire voilà, comment on arrive à lui donner toute sa consistance, toute sa place, et que ça devienne une vraie contribution à la réponse en termes de soins et d'accompagnement, et comment on passe de l'expérience de la maladie, on soutient les personnes à vivre l'expérience du trouble et de la maladie, à un savoir qu'on peut transmettre, communiquer, qui va avoir une valeur pour l'autre. Le deuxième enjeu, c'est certainement notre capacité à aller plus loin dans la reconnaissance du pouvoir de l'entraide, de la paire-aidance, comme premier levier d'espoir. Or, toutes les études sur le rétablissement montrent que ce qui est déclencheur du processus de rétablissement, c'est cette capacité à activer l'espoir. Et ça, la paire-aidance est extrêmement puissante, notamment dans ce registre-là. On peut certainement progresser. On a aujourd'hui le cadre qui nous permet de faire ça. On peut certainement progresser dans les pratiques. Ça vient bouger plein de choses. Laisser réellement le pouvoir de décider aux personnes, c'est très facile à imaginer. Quand concrètement, la personne est en face de nous et nous dit « ben voilà, moi j'ai décidé d'arrêter mes traitements », c'est drôlement tentant de dire « non, c'est quand même pas une bonne idée, tu te rends bien compte des conséquences que ça va avoir pour toi ». Comment on fait pour être à l'écoute de ça et soutenir les personnes dans la connaissance, la prise de décision qui ne soit pas arbitraire, mais qui soit bien en connaissance de cause, qui soit bien choisie par les personnes. Quatrième point, c'est la reconnaissance de la place de l'activité professionnelle au sens large. C'est-à-dire comment je fais pour prendre sa place dans la société. Finalement, Philippa dit souvent ça, elle dit
dans ces affaires-là, on doit toujours prendre son bout de l'écharpe quand même. Et donc, être un citoyen, participer, c'est quel bout d'écharpe j'ai envie de prendre dans la société. C'est pas forcément un job rémunéré à temps plein avec un CDI, mais c'est finalement quelle contribution à la dynamique collective qu'est la société j'ai envie d'apporter ou de prendre. Et donc, ça veut dire aussi être capable, en tant qu'accompagnant, soignant, c'est où je me mets dans cette activité, dans l'agir. C'est-à-dire, est-ce que je peux penser aussi que c'est en étant aux côtés de la personne qui est en mouvement que se situe mon action d'accompagnement et de soins. Et donc, ça nous amène aussi à notre capacité à intervenir au plus près de la personne. Je l'ai entendu dans les différentes discussions et on voit bien que c'est quand même l'enjeu et le challenge, c'est comment on fait pour intervenir là où la personne est et pas penser uniquement que tout ça se passe dans les murs de l'hôpital dans lequel on n'a pas du tout envie d'aller si on a eu une mauvaise expérience. Et puis enfin, il y a l'idée qu'on n'est pas seul porteur de la solution. Comme le disait Philippa, il y a certainement quelque chose qui est dans la collégialité dans cette affaire-là et qu'on peut renforcer. Et puis, cette question de l'accès aux droits. Et donc je me disais, mais en fait, c'est hyper exigeant parce que on ne peut pas perdre de vue que les pratiques orientées rétablissement, ça fait bouger tout ça, et que on est convaincu, traversé par des convictions qui sont très fortes, que effectivement toute personne peut se rétablir, parce que toutes les personnes qui font l'expérience de la maladie sont avant tout des personnes, que finalement ça nous oblige à une grande posture d'humilité. On est peut-être là déjà avant tout pour essayer de ne pas être un obstacle au rétablissement de la personne, parce que ça part d'elle, parce que c'est à l'endroit de là où elle se situe et là où elle a décidé de cheminer, très loin ou très proche, mais en tout cas c'est son chemin à elle, et que quelque part on n'a rien à dire là-dessus. Ça c'est assez contre-intuitif. On n'est pas dans une société qui a organisé le soin, l'accompagnement et la relation d'aide dans cette vision-là. Donc je pense que ça bouge beaucoup là-dessus, pas du tout que dans le champ de la santé mentale. Et puis il y a quand même la grande incertitude. Moi j'ai beaucoup appris ça au Clubhouse avec Philippa, c'est quand même de se dire en fait on ne sait jamais où on va. L'idée c'est comment j'accepte d'être dans cette prise de risque à deux, et par contre ce qu'on sait c'est qu'on est ensemble et qu'on n'est pas tout seul et que la personne n'est pas toute seule, mais parce que la vie en fait c'est une prise de risque permanente et que personne ne peut parier sur demain ce qui va se passer. Pareil, c'est pas très intuitif ça dans les métiers reconnus académiquement, notamment dans le champ du soin et du médico-social. Et puis c'est quand même un changement profond porté sur les parcours de vie. Ce que je trouve frappant, c'est la manière dont on a pensé tous nos dispositifs de soins et d'accompagnement dans une représentation de la vie de la personne comme une espèce de parcours linéaire, comme si finalement on allait bien. Il y avait un moment où la maladie venait percuter notre trajectoire, que donc dans ce moment-là, la priorité c'était le soin intensif, que tout le reste disparaît. D'ailleurs, on n'a plus ses affaires, on n'a plus de lien avec nos proches. Qu'ensuite s'engageait un processus petit à petit de réadaptation, de réapprentissage, de stabilisation, puis on commençait à évoquer la vie sociale, l'autonomie, le retour à la fac, le retour au travail. Et puis, en bout de course, ça y est, la stabilisation. Alors, on ne parle pas de guérison, mais peut-être la rémission. Et donc, tout ça est pensé comme un espèce de parcours assez linéaire. Et ce que nous dit le rétablissement, et ce que nous disent les personnes concernées, c'est que pas du tout. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ce qui se passe, c'est que moi, je reste une personne, même lorsque la maladie m'embarque, même quand le délire est trop présent, et donc avec toutes les dimensions de qui je suis,
avec toutes les dimensions de ma vie sociale, avec mes préoccupations professionnelles, avec ma sensibilité de personne, et que c'est dans cette globalité-là que j'ai besoin d'être considérée pour pouvoir ne pas me perdre, ne pas m'identifier à ma maladie et conserver mon identité de citoyen. Voilà, donc c'est un espoir, mais certainement un grand défi collectif. Mais j'ai le sentiment qu'on est tous là prêts à relever le défi. Et donc voilà, je me dis, Boris Nicol, dans le rapport qui vient de sortir, qui fait partie de l'association des jeunes psychiatres, qui a été publié par la Fondation Jean Jaurès, dit voilà, est-ce que finalement le rétablissement c'est pas notre nouvelle boussole? Et donc il nous dit voilà, on peut être optimiste malgré les difficultés qui sont bien réelles, et en fait on les connaît peut-être, les solutions, et c'est aussi ce qui est évoqué dans le manifeste de Santé Mentale France. Donc voilà, maintenant, la question qui se pose à nous, c'est comment peut-être aller plus vite, plus loin, plus rapidement pour se transformer collectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire. C'était voilà, deux témoignages complémentaires et j'espère intéressants. On est un petit peu en retard, donc je vous propose qu'on prenne 2 questions, mais qui sont des vraies questions s'il vous plaît. Parce que non, mais les témoignages sont toujours très intéressants, mais malheureusement là on va prendre 2 questions, 2 vraies questions et 2 réponses rapides, ça serait idéal, pour après laisser la place à la plénière avec Tania Lecomte. Voilà. Est-ce qu'il y a 2 vraies questions? Une vraie question là déjà. Oui, merci beaucoup pour vos 2 témoignages qui sont complémentaires et qui ouvrent bien la question. Et je voudrais souligner, mais avoir votre point de vue aussi là-dessus, sur la question de la liberté. Parce que la liberté est la base même de cette citoyenneté que vous appelez de vos voeux. Et la liberté d'aller et de venir, elle est extrêmement importante. Et il y a une autre dimension, je voudrais avoir votre avis là-dessus, c'est ce qu'on appelle les logiques de réversion. Parce qu'il y a quelque chose, moi, Moi, je fais de la psychiatrie depuis 50 ans, hein, donc je suis toujours pas guéri. Hein. Et la vraie question... Et la vraie question, c'est... Oui, mais il ne faut pas couper, parce que c'est ça qui est compliqué. C'est là où on coupe. Donc, il ne faut pas couper n'importe où. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Parce que la vraie question... Non, mais je dis, la vraie question, c'est justement ça. C'est-à-dire de pouvoir cheminer. Moi, j'aime beaucoup la question du cheminement partagé. Mais il faut être dans des logiques de réversion, c'est-à-dire pouvoir aller et venir, et cette liberté d'aller et de venir pour fréquenter des personnes qu'on a déjà connues et rencontrées, quelquefois dans des mauvaises rencontres et quelquefois dans des meilleures rencontres, c'est ça qui donne du sens à l'existence, c'est-à-dire la possibilité d'aller et venir entre des dimensions de soi-même, au contact d'autres personnes qui prennent contact avec nous également. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Merci. Est-ce que vous voulez réagir? Je sais pas, ce qui me vient à l'esprit, là, en vous entendant, c'est par rapport à la liberté et à la possibilité d'aller... C'est les équipes mobiles. C'est le fait d'aller vers les gens... dans un endroit où ils sont libres au fond parce que c'est chez eux et de revenir voir les gens et de continuer à les voir peut-être sur un temps long mais dans cette liberté de l'espace personnel et que tout ça se... Parce que c'est vrai que moi je me souviens que mon appartement, mon lieu de vie était quelque chose de très important dans ces moments-là et que quand on a arrêté de s'approcher de mon lieu de vie, j'ai arrêté de résister. Et peut-être que si on était venu me voir chez moi, alors pas les 4 pompiers d'1,95 m qu'on m'a envoyés une fois pour aller à l'hôpital, mais c'est ça qui me vient, les équipes mobiles. C'est ça qui me vient à l'esprit.
Ce qui me vient aussi, c'est ce que vous dites sur la réversion. Moi, je l'ai vécu au Clubhouse quand on a ouvert le premier Clubhouse à Paris. Donc, on regardait comment fonctionnaient les Clubhouse dans les autres pays. Et un des principes hyper structurants d'un Clubhouse, c'est qu'on est membre d'un Clubhouse à vie. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est infernal ce qu'on propose aux gens. On leur dit, mais vous allez être volontaire pour être à vie dans un tuyau d'une structure du champ de la santé mentale. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne leur proposait pas ça. On leur proposait d'être dans un lieu de vie. Donc, il n'y a pas... rien ne nous dit qu'on est dans des lieux de la psychiatrie. Rien ne nous dit... D'ailleurs, on n'est pas dans un lieu de la psychiatrie. On est dans une association. D'ailleurs, c'est assez agréable d'y venir. Malade, pas malade. C'est un lieu attractif. Et ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement... c'était puissant d'avoir des points d'appui dans lesquels, en fait, on pouvait revenir quand on le décidait soi. Alors, je ne sais pas si c'est la liberté, c'est en tout cas de pouvoir choisir et le décider au moment où on a décidé que c'était bon pour soi et qu'on n'a pas de compte à rendre, on n'a pas de demande à faire, on n'a pas d'autorisation à obtenir. C'est qu'on peut le décider et c'est comme ça. Et ça, c'est un puissant levier d'appui, certainement. Merci à vous. Alors, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Je voulais vous préciser que Philippa et Claire sont disponibles à l'heure du repas. N'hésitez pas à les rencontrer, les experts et les témoins. Et puis, vous dire aussi qu'elles ont toutes les deux aussi construit et créé une formation. J'en profite pour faire un peu de pub, qui s'appelle « Intégrer les valeurs du rétablissement dans sa pratique professionnelle ». Et c'est vraiment une formation très intéressante parce que ça reprend de manière concrète, la manière dont on peut s'améliorer dans sa pratique professionnelle pour mettre en œuvre des pratiques orientées rétablissement. Voilà. N'hésitez pas à vous adresser à Santé Mentale France pour cela. Merci beaucoup à Philippa et Claire.